moins 20 degrés Celsius. Une pause précédemment convenue dans les frappes sur les infrastructures énergétiques, les ressources de défense terrestre de l'Ukraine qui s'amenuisent. Pour les planificateurs russes, cette combinaison a créé des conditions presque parfaites pour la plus grande attaque de missiles et de drones contre le système énergétique ukrainien cet hiver. Le 3 février, plus de 500 missiles et drones se sont abattus sur les villes ukrainiennes, plongeant un réseau électrique déjà surchargé encore plus profondément dans la crise. Depuis le début de l'année, la Russie a attaqué l'infrastructure énergétique de l'Ukraine au moins 217 fois. Mais l'échange de coups, œil pour œil, dent pour dent, s'étend sur l'ensemble du champ de bataille, et dans cet échange, la Russie aussi encaisse de lourds coups. Un effondrement de 50% des revenus pétroliers et gaziers, une crise du secteur bancaire officiellement reconnue, et le plus grand promoteur immobilier du pays au bord de la faillite, ne sont que des fragments d'une mosaïque de problèmes bien plus vastes qui touchent désormais le Kremlin. Analysons cela de plus près. Le 3 février, la Russie a mené la plus grande frappe combinée de missiles balistiques et de drones contre l'Ukraine cet hiver, touchant plusieurs installations de production d'énergie et blessant au moins une douzaine de personnes. Le Kremlin a ordonné une attaque impliquant 71 missiles et 450 drones, dont 300 drones de type Shahad. Les défenses aériennes ukrainiennes auraient intercepté 38 missiles et 412 drones, mais 27 missiles et 31 drones ont réussi à passer, frappant 27 sites à travers le pays. Tout cela s'est déroulé alors que les températures chutaient en dessous de moins 20 degrés Celsius, soit moins 4 degrés Fahrenheit. En raison de ces attaques contre l'infrastructure énergétique, des coupures de courant tournantes sont en place en Ukraine, l'électricité n'étant disponible que selon un calendrier programmé. Le ministre de l'Énergie, Denis Shmykal, a averti sur Telegram que la situation pourrait encore se détériorer. Selon lui, la Russie va probablement poursuivre ses frappes dans le but de dégrader progressivement le système électrique ukrainien. À Kiev seulement, plus de 1100 immeubles résidentiels ont été privés d'électricité. Des frappes importantes ont également touché Kharkiv, Soumy, Dnipro, Zaporijia, Odessa, Vinnytsia et Tchernihiv. À Zaporijia, 12 000 habitants étaient privés d'électricité au 6 février. L'attaque a effectivement mis fin à une brève trêve énergétique de 4 jours à laquelle la Russie avait soi-disant accepté. Un certain soulagement est venu du soutien européen. Début février, les pays de l'UE ont livré 218 générateurs à Kyiv, avec une capacité totale de près de 30 kW dans le cadre d'un plan plus large visant à fournir 447 générateurs issus des réserves de l'UE. Avant cela, la Pologne avait transféré 379 générateurs et 18 chauffages provenant de ses propres réserves, tandis que la Lituanie avait contribué avec 90 générateurs supplémentaires. La Russie a choisi un 9 février glacial pour lancer une nouvelle attaque massive contre Kyiv, a écrit Timur Kachenko, chef de l'administration militaire de Kyiv, sur les réseaux sociaux. Pourtant, malgré la pression, les enquêtes d'opinion publique suggèrent que les attaques contre les infrastructures énergétiques n'ont pas brisé le moral des Ukrainiens. Selon un sondage de l'Institut international de sociologie de Kyiv, 65% des personnes interrogées déclarent être prêtes à endurer des difficultés aussi longtemps que nécessaire. Plus de la moitié rejette l'idée de céder toute la région orientale de Donetsk. Une fois de plus, les Ukrainiens montrent qu'ils sont capables de supporter les conditions les plus difficiles, a écrit Anton Khrushchevski, directeur exécutif de l'Institut. Et pas seulement de les endurer, mais aussi de garder leur optimisme et leur volonté de se battre, a-t-il ajouté. Kyiv, à une échelle plus limitée, a répondu par des frappes symétriques contre le système énergétique russe, visant le plus souvent les régions frontalières. La ville qui subit le plus ces attaques est Belgorod, qui a également connu des perturbations périodiques dans la distribution d'électricité. En revanche, les attaques contre le secteur des hydrocarbures en Russie ont nettement diminué. En janvier,
les frappes ukrainiennes contre les raffineries russes se sont largement calmées, avec des drones ne touchant que 3 petites installations. Ce répit a offert aux opérateurs russes une brève pause et a poussé Moscou à lever son interdiction d'exportation d'essence. Selon Bloomberg, le nombre total d'attaques visant les raffineries, les pétroliers et les infrastructures associées est tombé à 9 au cours du mois contre 25 en décembre. L'offre et la demande se sont stabilisées, a déclaré le vice-premier ministre Alexandre Novak. De plus, nous avons désormais un excédent de carburant automobile, a-t-il ajouté. Les raisons de la diminution des grèves restent floues. Kiev a peut-être choisi de conserver ses ressources et de se préparer à une nouvelle vague à grande échelle lorsque les conditions seront plus favorables. Pris dans son ensemble, cependant, cela ressemble moins à un tournant qu'à un sursis temporaire. Les revenus pétroliers et gaziers de la Russie ont chuté de 50% sur un an, en janvier 2026, atteignant leur niveau le plus bas depuis juin 2020, au plus fort de la pandémie de Covid. Le brut Oural russe se négocie désormais avec une forte décote de $26 par rapport au brut Brent, soit le double de la décote moyenne précédente d'environ $12. L'inscription des 2 plus grands producteurs de carburant russes, Rosneft et Vukoil, sur la liste noire des sanctions de la Maison-Blanche en octobre dernier semble avoir un impact concret. Mais ce qui pourrait être encore plus préoccupant pour Moscou, c'est un nouvel accord entre les États-Unis et l'Inde signé début février. Dans le cadre de cet accord, Washington s'est engagé à réduire les droits de douane sur les produits indiens de 50% à 18%, tandis que New Delhi a promis de limiter ses achats de pétrole russe, alors qu'elle était auparavant l'un des 2 plus grands acheteurs de Moscou avec la Chine, et d'abaisser ses propres barrières commerciales en 2024 et 2025. L'Inde a importé du pétrole brut russe pour une valeur totale de $100 milliards depuis octobre. Mais ces importations ont fortement diminué en conséquence. Alors que les raffineries russes disposent désormais d'une courte période pour effectuer des réparations et rétablir la logistique, la pression s'est nettement déplacée du côté de la demande et les obstacles continuent de s'accumuler. Au-delà de la perte d'un client majeur et de la persistance de prix du pétrole bas, la Russie a de plus en plus de difficultés à transporter son brut à travers les mers et les océans du monde. Le 27 janvier, 14 pays européens, indiqués ici sur la carte, ont signé une lettre qui peut être interprétée comme un avertissement direct à la soi-disant flotte fantôme de la Russie. Le document stipule que les pétroliers opérant en mer Baltique et en mer du Nord, qui changent de pavillon, éteignent leurs transpondeurs ou manquent de documents appropriés, seront désormais traités comme des navires sans nationalité. De tels navires, à leur tour, peuvent être détenus sans risque juridique. Ce n'est plus théorique. Quelques jours plus tôt, le 22 janvier dans les eaux internationales, au large de la côte sud de l'Espagne, sur la mer d'Alborán, entre l'Espagne et le Maroc, la marine française, avec l'aide britannique, a arraisonné le pétrolier Grinch. L'interception a été motivée par des soupçons que le navire appartenait à la flotte fantôme russe. Ces soupçons se sont révélés fondés. Grinch apparaît sur les listes de sanctions sous un autre nom, Karl, à la fois sur les registres de l'UE et des États-Unis, opérant ainsi effectivement avec une double identité. Le pétrolier était parti du port arctique de Mourmansk. Son équipage était indien et le navire battait un faux pavillon des Comores. L'opération marque la première étape concrète dans le cadre d'un nouveau dispositif UE-Royaume-Uni visant à contrer la flotte de pétroliers russes. Et la lettre du 27 janvier suggère que cette politique sera désormais étendue à l'ensemble de l'Europe. Les mauvaises conditions sur le marché du commerce pétrolier se traduisent naturellement par des pressions économiques plus larges qui s'accumulent en Russie depuis près de 4 ans. Cette fois, le Centre d'analyse macroéconomique et de prévision à court terme de Moscou a officiellement reconnu que le secteur bancaire russe est en crise, comme prévu. Les facteurs incluent une part élevée d'actifs non performants ou carrément insolvables, ainsi qu'un processus de retrait massif par les clients des banques. Nous avons évoqué ces dynamiques dans notre rapport précédent. Le centre insiste cependant sur le fait que la crise reste, je cite, modérée en termes d'ampleur. Pourtant,
De telles assurances ne correspondent pas toujours à la réalité, étroitement liée à la santé du secteur bancaire. Le plus grand promoteur immobilier de Russie, Samolé, a officiellement demandé 50 milliards de roubles, soit environ 500 millions de dollars, en aide de l'État. L'entreprise porte une dette de 350 milliards de roubles et fait face à un risque très réel de faillite. Le cours de son action s'est effondré. Et la réponse du gouvernement ? Que celui qui meurt, c'est de sa faute, a déclaré Svietłana Razvorotneva, vice-présidente du comité de la Douma d'État sur la construction, le logement et les services publics. Elle a ajouté que le budget est actuellement incapable de soutenir les entreprises, même celles considérées comme systématiquement importantes. Cette position n'est guère surprenante lorsque 50% de toutes les dépenses budgétaires russes sont désormais consacrées à des fins militaires et liées à la guerre. Ce sont les estimations du service de renseignement militaire allemand, le Bundesnachrichtendienst, le groupe. En termes absolus, cela représente environ 295 milliards de dollars, ce qui équivaut, selon la méthodologie, à 10 à 12% du PIB de la Russie. Le groupe note également que les dépenses réelles sont supérieures de 66% à ce que le gouvernement russe déclare officiellement. Et pourtant, malgré ces dépenses massives, le Kremlin reste incapable de financer ou de construire un système de communication par satellite qui pourrait égaler l'ampleur et l'efficacité du Starlink américain. C'est pourquoi les forces russes se sont tournées il y a quelque temps vers l'utilisation non autorisée de terminaux Starlink pour guider les drones attaquant les villes ukrainiennes. Cette option vient d'être supprimée. Les premiers cas confirmés d'utilisation de terminaux Starlink par les forces russes remontent à l'été 2023. Cependant, début 2024, la Russie avait commencé à utiliser le système à grande échelle. À partir de décembre 2025, l'unité de système sans pilote de la Russie, Rubicon, a commencé à déployer des drones Molnia équipés de terminaux Starlink pour frapper les villes ukrainiennes. Cette pratique et l'apparition d'une nouvelle variable sous la forme de Mikhailo Fedorov ont changé les règles du jeu. Les terminaux Starlink placés sur la liste blanche continuent de fonctionner. Ceux qui sont en dehors ont été bloqués, Fedorov a annoncé. Les terminaux Starlink russes sont devenus instantanément inutilisables après la vague d'attaques de décembre-janvier impliquant des drones équipés de Starlink. Fedorov et son équipe ont contacté SpaceX quelques jours après avoir signalé le problème. Fedorov a publiquement remercié la présidente de l'entreprise, Gwen Shotwell, ainsi qu'Elon Musk personnellement pour être intervenu et avoir désactivé les systèmes aux mains des Russes. Musk a répondu dans des termes tout aussi courtois. Cet épisode a montré la coordination efficace entre la nouvelle direction de la défense ukrainienne et les grandes entreprises technologiques américaines. Plus précisément, Musk lui-même, une personnalité qui a suscité de nombreuses critiques, souvent justifiées, pour ses déclarations passées sur l'Ukraine. Pourtant, dans ce cas, Musk a véritablement gagné le respect du côté russe. Le blogueur militaire Pavel Goubariev a décrit les conséquences sans détour. Citation : « Désormais par défaut, nous allons perdre en rapidité de prise de décision et en conscience de la situation. Cela s'appelle un retard technologique. » Alors que l'Internet sur les antennes satellites de Gazprom, dans les principaux centres de communication et postes de commandement, fonctionne plus ou moins. Les équipages de drones, les seconds équipages de véhicules électriques, la puissance de feu et les positions d'infanterie n'ont plus accès à Internet. Cela signifie pas de transmission, pas d'image du champ de bataille, etc. Désormais, même si les commandants prennent d'excellentes décisions sur le terrain, nous perdrons en rapidité de décision et d'exécution au combat. C'est comme mettre Schumacher au volant d'une Lada et un conducteur ordinaire au volant d'une Ferrari. Schumacher perdra la course. De toute façon, comme la base technologique est différente, aucun système national alternatif pour l'échange de données opérationnelles n'a été créé. Le conseiller de Fedorov, Sergei Beskretsnov, a été encore plus direct. L'ennemi n'a pas seulement des problèmes au front, l'ennemi fait face à une catastrophe. Toute la chaîne de commandement militaire s'est effondrée. Les assauts ont cessé dans de nombreuses zones, a-t-il déclaré. Néanmoins, l'analyste ukrainien Tatarigami a appelé à la prudence. La désactivation de Starlink
a gravement perturbé les systèmes de commandement et de contrôle russes. Mais il a affirmé que ce n'était pas un effondrement total. La Russie met en place des solutions alternatives, a-t-il noté. Elles sont moins efficaces, mais elles fonctionnent tout de même. Une autre nouvelle positive, au milieu des souffrances plus larges de l'Ukraine, est venue avec la divulgation des résultats des opérations menées l'année dernière par l'unité spéciale Alpha. En janvier, le service de sécurité d'Ukraine a annoncé que son unité d'élite Alpha avait mené une série d'opérations offensives réussies contre 5 bases militaires russes. En 2025, cela a entraîné la destruction de 15 avions. Les opérations faisaient partie d'une campagne de frappe de drones à longue portée qui ont infligé environ 1 milliard de dollars de dégâts, à ne pas confondre avec l'opération Toile d'araignée. Le 28 janvier, le SBU a publié des preuves visuelles et des statistiques de frappe montrant que 11 avions de combat et bombardiers avaient été détruits, dont des chasseurs Su-30, Su-34 et Su-27. Les frappes ont également éliminé 3 hélicoptères, Mi-28, Mi-26 et Mi-8, ainsi qu'un avion de transport AN-26. Il y a également eu des rapports de frappe utilisant des missiles FP5, bien que leur utilisation soit loin de l'ampleur initialement promise par le fabricant Firepoint, qui avait affirmé pouvoir produire jusqu'à 200 missiles par mois. Cela ne veut pas dire que le programme FP5 est à l'arrêt. Selon l'état-major général ukrainien, des missiles Flamingo ont été utilisés pour frapper le champ d'essai de Kapustin Yar, à environ 800 km de la ligne de front. Un site à partir duquel la Russie est censée effectuer des lancements de son système de missiles Orychnik, lorsqu'il s'agit de systèmes de lancement à moyenne et longue portée. Un autre développement mérite une attention particulière. Le 5 février de cette année, le nouveau traité START a officiellement expiré. L'accord limitait le nombre d'ogives nucléaires déployées détenues par les États-Unis et la Russie à 1550 par site, tout en limitant également le nombre de systèmes de lancement déployés. Le nouveau traité START était en vigueur depuis 2010 et a été prolongé pour la dernière fois en 2021 par Joe Biden et Vladimir Poutine pour une durée de 5 ans. Son expiration signifie que, pour la première fois depuis 1972, les États-Unis et la Russie opèrent sans aucune limite formelle sur leurs arsenaux nucléaires. De manière générale, il convient de noter que Washington était la partie la moins enthousiaste lorsqu'il s'agissait de prolonger le traité. Donald Trump avait auparavant décrit le nouveau START comme un accord mal négocié, affirmant qu'il devait être fondamentalement révisé. Les discussions les plus récentes à Abu Dhabi se sont conclues avec les deux parties convenant de respecter les termes du traité pendant au moins 6 mois supplémentaires, période durant laquelle des négociations en vue d'un nouveau cadre devraient avoir lieu. Il ne fait guère de doute que l'expiration du nouveau START pose un problème bien plus important pour la Russie que pour les États-Unis. Maintenir une force nucléaire est extraordinairement coûteux, et compte tenu de l'état actuel des finances publiques russes, déjà mise à rude épreuve par une guerre d'usure en Ukraine, toute tentative d'élargir son arsenal nucléaire relève presque du fantasme. Les États-Unis, en revanche, veulent que tout nouvel accord inclue la Chine. Comme l'a dit le secrétaire d'État américain Marco Rubio, si vous voulez un véritable contrôle des armements au XXIe siècle, vous ne pouvez rien faire qui n'inclue pas la Chine, compte tenu de la taille et de la croissance rapide de son arsenal. Pékin, cependant, a constamment refusé de s'engager dans des engagements contraignants, affirmant qu'elle ne le fera pas tant que ses forces nucléaires n'auront pas atteint au moins la parité avec celles des États-Unis et de la Russie. Sur les lignes de front, la Russie continue de garder l'initiative, bien que son élan ait nettement ralenti en janvier. Comme l'a noté l'analyste Torkil en citant les données de Deep State, l'Ukraine a perdu 245 km² de territoire au cours du mois, soit une baisse de 45% par rapport à décembre, lorsque les pertes s'élevaient à 445 km². L'essentiel des avancées russes s'est produit le long de l'axe de Sloviansk. Deep State a résumé la tendance comme suit. Ce qui ressort, c'est la baisse relativement faible du pourcentage d'activité d'assaut, seulement 4% de moins qu'en décembre. Et ce, malgré le fait que la plupart des militaires considèrent janvier comme un mois moins intense. Globalement,
D'autres centres d'analyse, cependant, rapportent des chiffres nettement différents. Rowan Consulting estime les pertes territoriales ukrainiennes à plus du double de ce chiffre, soit 572 km² avec 30% concentrés autour de Ulipola. Primi Caprice parvient à une conclusion similaire. Le bras de fer se poursuit alors de plus belle. Mettre fin à cette situation est l'objectif déclaré d'un duo diplomatique soutenu par Donald Trump. Steve Witkoff et Jared Kushner, qui ont récemment mené des pourparlers trilatéraux entre des représentants ukrainiens et russes à Abu Dhabi du 3 au 5 février. Pourtant, il serait peut-être inexact de qualifier ces pourparlers d'un nouvel échec. Leur résultat concret a été un accord sur un échange de prisonniers de guerre impliquant 314 détenus. Le 5 février, 157 prisonniers ukrainiens sont rentrés chez eux. Pourtant, malgré des promesses fréquentes d'une paix rapide, répétées si souvent qu'elles ont perdu tout leur sens, il n'y a pas de voie claire vers une fin imminente de la guerre.